Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'être en direct pour la grande interview sur CNews et sur Europe 1. François Bayrou a dévoilé lundi son gouvernement. Quel regard vous portez sur cette équipe ? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent enfin des poids lourds dans ce gouvernement, ou plutôt c'est les revenants comme certains l'estiment ? Alors d'abord un mot sur la façon dont ça s'est passé, parce que je pense que ça va peser sur l'image du gouvernement. On a assisté pendant plusieurs jours à une espèce de grand marchandage entre les partis, chacun comptant le nombre de ministres qu'il allait caser dans le gouvernement. Je pense que ce spectacle, dans les circonstances actuelles, n'a pas amélioré la relation des Français à la politique et à la classe politique en général, de droite, de gauche, du centre. Voilà. Et puis deuxièmement, on aurait peut-être pu éviter de former un nouveau gouvernement un jour de deuil national. C'est une erreur, ça, d'avoir nommé ce gouvernement le jour du deuil national ? Je pense que c'est une faute. Voilà, c'est une faute qui n'a pas l'air de troubler le microcosme politique, ni l'actualité en continu. Mais quand même, c'est très rare, le deuil national. Le président de la République prend sur lui de décréter un deuil national. Il y a des dizaines, on ne sait pas encore très bien combien, de victimes, des milliers de blessés à Mayotte. Je pense que la moindre des choses eût été de sanctuariser cette journée. Voilà, alors qu'on a passé la journée à attendre le gouvernement et non pas à penser aux Maoris. Je pense qu'on n'a pas fait le geste, et on n'a pas mis sur ce geste ces paroles qu'il fallait pour manifester ça depuis le début d'ailleurs de la crise à Mayotte, manifester notre solidarité, notre compassion à nos compatriotes mahorais, dont je rappelle, contrairement aux mots du président de la République, ils sont en France, ils sont la France. C'est-à-dire, on ne peut pas leur dire heureusement que la France vous aide. Vous n'iriez pas dire ça aux habitants des Alpes-Maritimes. Cette référence au déplacement du président de la République sur place, qui avait dit qu'ils étaient plus aidés que le reste des pays dans l'océan Indien. Si on en revient... Oui, mais ce n'est pas un pays, ce n'est pas une colonie, c'est un département français. Voilà, c'est juste... Et je pense qu'ils avaient besoin d'un peu plus de respect et de considération. C'était l'occasion de le faire. Voilà, bon, ça n'a pas été fait. Si on en revient au gouvernement, l'une des nominations les plus commentées, c'est celle de Gérald Darmanin. Il a effectué ses premiers pas en tant que ministre de la Justice hier, déplacement à Amiens puis dans l'Oise. Il va former avec Bruno Retailleau un tandem police-justice que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Au moins, les violons seront accordés entre les deux hommes qui se connaissent d'ailleurs. Est-ce que vous estimez qu'ils sont en mesure de faire bouger les lignes sur des sujets qui sont très importants pour les Français, les sujets de sécurité, d'immigration, de réponse pénale ? D'abord le tandem. Alors, tous les deux sont des hommes politiques expérimentés. Gérald Darmanin a une longue expérience ministérielle depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Je ne suis pas certain que c'était le meilleur endroit où le nommer. Il a pu occuper beaucoup de postes dans le gouvernement. Ce n'était pas le meilleur endroit. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un problème symbolique, je trouve, à nommer l'ancien ministre de l'Intérieur, avec toutes les tensions que celui-ci a pu avoir avec la justice, avec à la fois le garde des Sceaux, les magistrats, etc. On se souvient des manifestations qu'il participait, de la police contre la justice. Alors, il faisait son travail de ministre de l'Intérieur, hein, défendre les policiers était son rôle, mais le nommer au ministère de la Justice, c'est pas forcément un message de conciliation et d'apaisement envoyé aux magistrats. Voilà. Or, moi, je suis un de ceux qui pensent que la réforme de la justice est nécessaire, que devant le caractère assez erratique, parfois difficilement compréhensible des jurisprudences, quel que soit le domaine, qu'elle soit vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des voyous, il y a des réformes à faire, des décisions à prendre dans ce domaine, mais la meilleure façon d'y arriver, c'est plus dans la réflexion apaisée que dans la provocation. C'est un peu une provocation. Vous pensez que c'est une provocation, la nomination de Gérald Darmanin je pense que ça sera ressenti par une bonne partie de la magistrature comme une forme de provocation. Mais est-ce qu'il faut céder à une forme de chantage d'une partie de la magistrature ? Le problème, c'est que le garde des Sceaux ne dirige pas la magistrature. Oui. Voilà, on a vu ce qu'ils ont fait à Dupond-Moretti, avec l'accusation qu'ils ont portée contre lui, et
qui a été jugé, j'allais dire heureusement, par la Cour de justice de la République et non par un tribunal correctionnel. Mais voilà, il suffit pas d'avoir un garde des Sceaux qui se déplace, qui fait des déclarations pour que la justice change. C'est un problème de réforme en profondeur. Et puis c'est aussi un problème de réforme, ça vaut pour les deux, de notre système juridique, de la hiérarchie des normes juridiques, savoir si la loi française doit l'emporter, au moins quand elle est postérieure aux traités et aux conventions internationales, sur les conventions internationales, les directives européennes, les jurisprudences de la Cour de justice ou pas. Or, ça n'est pas le cas. Et ça ne va pas changer, là. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on a encore les moyens d'agir sur un certain nombre de sujets ? Vous avez parlé des instructions de l'Union européenne, des juridictions extra-nationales, enfin, en tout cas qui dépendent de l'Union européenne. Est-ce qu'on a encore la possibilité d'agir sur des questions de sécurité et de fermeté, de réponse pénale ? 2 exemples pour faire réfléchir tout le monde, que je répète sans arrêt, mais c'est... le premier, c'est la promesse de rétablir le délit de maintien irrégulier sur le territoire. Ça n'est pas possible, ça n'est pas la peine de le promettre, ça n'est pas possible sans changer la hiérarchie des normes, parce que c'est une jurisprudence de la Cour européenne de justice que nos juridictions appliquent. Et d'ailleurs, ce délit a été supprimé du droit français parce qu'il n'était plus ni appliqué ni applicable par nos juridictions. Voilà, donc on ne va pas le rétablir avec une simple loi. Bon. Deuxièmement, par exemple, le refoulement aux frontières, c'est un principe qui a été exclu par l'Union européenne. D'ailleurs, Madame Meloni s'y est heurtée aussi quand elle a voulu les envoyer en Albanie des milliers de réfugiés. Et donc, ça n'est pas la peine non plus de promettre ça par une simple loi, par des textes législatifs, encore moins par des circulaires. Donc, il faut changer notre Constitution si nous voulons sortir de ce qui est, à mes yeux, une des causes de la crise profonde de la démocratie que nous traversons. Parce qu'on est empêché par des décisions qui ne sont pas du ressort de nos dirigeants, c'est ça qu'il faut expliquer. Ils ne sont pas du ressort de nos dirigeants parce que personne ne veut changer les choses. C'est-à-dire, par exemple, nous n'avons jamais signé un traité dans lequel il était écrit ratifié un traité dans lequel il était écrit que la loi française était inférieure, dans tous les cas, aux conventions internationales et aux textes européens. Bon. Mais c'est une jurisprudence de la Cour de justice. Pendant des décennies, jusqu'en 1975 pour la Cour de cassation et jusqu'en 1989 pour le Conseil d'État, la loi française l'emportait dans leur jurisprudence quand elle était postérieure au traité. Bon. Alors après, ils sont revenus à une autre lecture de la Constitution. L'article 55 dit que les traités sont supérieurs à la loi. Cet article a été écrit dans un contexte radicalement différent. Le droit international n'avait pas du tout la même prégnance sur le droit interne. Bon, mais maintenant, il faut changer. Et ça, c'est question de volonté politique, à condition d'en avoir débattu avec les Français, d'avoir un mandat et de passer, il faudra certainement passer par un référendum. Donc là, vous voyez le courage politique qu'il faut. Il faut pouvoir aller à la télévision, s'adresser aux Français et leur dire, voilà, je vais utiliser l'article 11, procédure utilisée pour changer la Constitution en 62 par le général de Gaulle et même en 69 pour le référendum de 69. C'est vous qui allez trancher, parce que les juristes, le Conseil constitutionnel ont l'air de considérer qu'on ne change pas la Constitution de cette façon, mais par l'article 89 qui oblige à avoir l'accord des 2 chambres en même temps, puis après de passer devant le Congrès ou d'aller ensuite au référendum. Bon. Mais ça, c'est de la politique, c'est pas... Nous ne pouvons pas. La souveraineté... Il faut le décider. Il faudrait que le président de la République assume ce choix. Assume ça et que le peuple tranche. Voilà, avec tous les enjeux en matière de construction européenne que cela représente. Mais si vous ne faites pas ça, il n'y a plus de responsabilité politique, il n'y a que des gens qui vous disent la veille des élections je vais changer ou qui se promènent partout en disant vous allez voir ce que vous allez voir et qui ensuite vous disent j'y peux rien. Se heurtent au même problème. Voilà. Donc plus de responsabilité politique d'abord et deuxièmement les élections ne servent plus à rien ou plus à grand chose. Et ça, il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête, mais il faut le faire dans un climat apaisé, en respectant un certain nombre de règles, et demander au peuple de trancher. La souveraineté, c'est le droit imprescriptible pour un peuple de dire non. Voilà, c'est quelque chose qui ne s'abandonne pas, mais
auquel mais on peut renoncer à l'exercer. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que nous continuons à renoncer à l'exercer, c'est-à-dire à être maître de notre destin par la voie de la démocratie? J'aimerais qu'on revienne sur les conditions dans lesquelles François Bayrou a été nommé à Matignon. On a beaucoup raconté le bras de fer qu'il a opposé au président de la République. Certains décrivent aujourd'hui le chef de l'État comme isolé, comme ayant un peu perdu la main sur son deuxième mandat. Si vous deviez le conseiller, le président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui pour justement tenter peut-être de reprendre un peu la main sur ce quinquennat? Alors d'abord, je me garderais bien d'être le conseiller d'Emmanuel Macron. Je pense que ses conseillers ont beaucoup de difficultés à le conseiller parce que c'est quelqu'un qui décide par lui-même en fonction, sans à le voir gouverner, de ses propres intuitions. Donc, je crois qu'il ne reprendra pas la main. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... il ne reprendra pas la main. Tout ce qu'il peut faire, c'est le mieux possible, exercer les prérogatives qui sont les siennes dans la situation actuelle. Et vous savez, par exemple, on paye aujourd'hui le fait que le nouveau Front populaire étant arrivé en tête en nombre de sièges, il n'est pas nommé tout de suite après les élections un candidat venu de leur rang qui aurait été renversé par qui aurait fait un gouvernement renversé par l'Assemblée sans doute très très vite, mais qui aurait levé cette hypothèque. Bon, pour ne pas l'avoir fait maintenant, on est toujours en face de cette critique d'illégitimité. Alors illégitimité d'ailleurs qui se pose pour tous les gouvernements qui se succèdent, puisqu'ils n'ont pas la légitimité des urnes, ils n'ont pas de mandat, ils ne peuvent pas continuer de se comporter comme des gouvernements comme les autres. Bon, la légitimité, il faut la construire avec l'opinion. C'est difficile, hein, et c'est plus long, plus compliqué que la légitimité du vote. Encore même celle-ci ne dure pas très très longtemps face aux épreuves que les gouvernements rencontrent dans la situation actuelle de notre société et du monde. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il laisse le gouvernement gouverner, que la question, elle est entre les mains du gouvernement, de l'Assemblée, d'un président qui ne doit pas gêner l'action gouvernementale en rien, même pas par ses déclarations. Et quand certains estiment qu'il doit partir, doit quitter l'Élysée, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je pense qu'il ne partira que sous la pression. Et que s'il partait sous la pression, ça en serait fini de la fonction présidentielle dans la Ve République. C'est-à-dire, en fait, tout bout à bout, et ça en couronnement, ce serait la fin de la Ve République. Ce serait exactement ce qui s'est passé au début de la Troisième République. Vous savez, les lois constitutionnelles de la Troisième République donnaient des pouvoirs considérables au président de la République, y compris le pouvoir de dissoudre. Et puis, il y a eu le 16 mai 1877, qui arrive au terme d'une crise institutionnelle, parce que il y a un président de la République de droite, le maréchal de MacMahon, et puis une chambre qui est élue très à gauche. Bon. Et on connaît le mot de Gambetta, le président doit se soumettre ou se démettre, et ça a fini par la défaite du président. Et après, il n'y a plus eu de président de la République qui puisse faire autre chose qu'inaugurer les chrysanthèmes pendant toute la Troisième République. Il faut pas que ça... Enfin, à mon sens, il ne faudrait pas que ça arrive. Maintenant, la pression peut devenir très très forte si le toboggan ministériel s'engage, comme il s'est engagé sous la quatrième. On est au même... François Bayrou peut être le dernier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce que la chute éventuelle de François Bayrou peut entraîner le président? Tout est possible, mais honnêtement, je ne le souhaite pas. Ça n'est pas une solution. Je sais bien que beaucoup de gens veulent mettre les institutions de la Ve République par terre, mais pourquoi faire? Pour revenir à la quatrième, à la troisième, pour revenir à toutes les républiques qui ont fini dans le désastre et dans le drame. Voilà, dans la situation actuelle, il faut préserver ces institutions, mais cela peut arriver, la pression peut devenir très forte, parce que il n'est pas exclu que ce gouvernement, et puis même d'autres qui suivraient, soient engagés sur ce toboggan. On est déjà en 2 ans à une moyenne qui est celle de la Quatrième République. La Quatrième République, c'est des gouvernements en moyenne de 6 mois, quand on fait le compte. Et là, on en est au 4e gouvernement en 2 ans. Voilà. Merci beaucoup, Henri Guénaud, d'avoir répondu à mes questions ce matin. C'était votre grande interview en direct sur CNews et sur Europe 1.